Je ne crois que ce que je vois. Ah, t'es sûr? C'est pas plutôt... Je vois ce que je crois? Bonjour et bienvenue dans Croire, c'est voir, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration et d'aider le monde à profondément changer ses croyances. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques, vos questionnements sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Mon invité aujourd'hui aide les hommes à retrouver confiance en eux et dans le lien qui unit le masculin, à cultiver leur souveraineté personnelle, à guérir de leurs blessures et à se libérer de leur blocage émotionnel pour avancer avec plus de sérénité et de fluidité dans leur quotidien. J'ai été très inspirée par le podcast de Chris, L'éveil du masculin, qui permet vraiment de comprendre les hommes, je dirais même particulièrement le yang, même si ce n'est pas lié au genre, l'énergie yang est souvent prédominante chez les hommes, et qui déculpabilise beaucoup les deux genres dans leur compréhension respective. Salut Chris. Salut Anaïs, content d'être avec toi aujourd'hui. Alors, donc on va parler un petit peu d'abord de ton parcours personnel. Donc déjà, comment es-tu arrivé à ce beau parcours d'aider les hommes à éveiller leur essence masculine? Comment ça a pu résonner en toi lorsque tu étais plus jeune? C'est une très bonne question. Alors j'ai un long parcours personnel parce qu'avant je faisais des choses très différentes. Si je repars, on va dire au début, j'étais dans l'expertise comptable, dans la comptabilité, je bossais à KPMG, j'étais à Lyon. Et si tu veux, ce parcours vers les hommes, c'est pas fait tout de suite. Au début, j'ai préféré arrêter cette voie et j'ai commencé alors déjà à m'expatrier et à partir vivre en Australie avec ma partenaire. Et je pense que le voyage a énormément aidé justement à maturer un petit peu dans mes choix, dans mes décisions. Et au début, je me suis réorienté plus sur la partie fitness, bien-être. Au début, c'était fitness très performance, puis après, ça a été plutôt fitness holistique, donc avec l'approche du corps, l'écoute de soi, les émotions, l'alimentation, je dirais un peu plus de développement personnel. Et il y a un moment, il y a seulement, on va dire, 2 ans, j'ai commencé à cheminer plus vers le masculin parce qu'en tant qu'homme, je rencontrais des problématiques, je rencontrais des défis justement dans ma masculinité. J'avais pas forcément de réponse par rapport à ça. Et donc, dans mon chemin, j'ai commencé, on va dire, à creuser dans cette voie, à me poser des questions. Et je pense que le voyage m'a aidé puisque j'ai habité alors un long moment à Bali, là où je réside en ce moment. J'ai vécu aussi au Portugal, j'ai vécu aussi au Mexique et j'ai pu me confronter aussi à différentes formes de masculinité. J'ai eu la chance aussi de pouvoir vivre des cercles d'hommes, des cercles aussi dans le chamanisme, à venir aussi sur les notions du Tao, du Tantra, avec notamment les polarités, l'énergie Yin et l'énergie Yang. Bien sûr, dans ma relation de couple, c'est ma partenaire qui l'a envoyé, qui les amenait en premier ces notions. Il y a quasiment 4 ans et moi, il y a vraiment, on va dire, il y a 2-3 ans que j'ai commencé un petit peu, tu sais, à sortir de mon igloo et à commencer à me sensibiliser à ça. Et c'est là où, en fait, il y a eu des belles ouvertures et j'ai commencé à faire une forme d'introspection vis-à-vis de moi-même. Mais ce qui a vraiment été le plus fort et ce qui m'a vraiment amené à accompagner des hommes, c'est qu'en fait, j'ai eu un moment d'accélération, notamment dans ma relation de couple et à travers le voyage, où je commençais à expérimenter beaucoup de choses, à m'initier aussi à beaucoup de techniques sur le bien-être, la respiration, les énergies féminines et masculines. Et il y a un moment, je me suis dit, alors c'est génial parce que je le vis en couple, donc c'est trop bien pour notre relation de couple parce que ça la fait grandir. Mais par contre, je suis un petit peu en mal de ne pas le vivre avec d'autres hommes. Je suis un petit peu seul de mon côté à le vivre. Et parfois, quand j'en parle sur les réseaux, j'ai l'impression que c'est pas forcément compris ou accepté ou reconnu par les autres hommes. Peut-être parce que c'est des sujets qui sont peut-être, je sais pas, trop féminisants ou quelque chose dans le genre. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais lancer mon premier cercle d'hommes et je vais en tout cas faire une première immersion, une première retraite où je vais inviter des hommes à venir travailler sur eux, à venir travailler sur leurs blessures, sur leurs blocages et venir travailler sur ces fameuses énergies féminines et masculines pour à la fois exprimer leur sensibilité, mais aussi reconnecter à leur force intérieure, à la fois reconnecter à leur masculinité pour trouver une forme d'harmonie intérieure. Donc c'est comme ça que ça s'est lancé. Bien sûr, en tant qu'homme, j'ai eu toute une partie introspective avec mes blessures, notamment par rapport à mon père,
par rapport à ma famille, par rapport à ma mère, qui m'a poussé en fait à me poser des questions. Et il y a un moment, je me suis dit, en fait, en tant qu'homme, on a tous aussi besoin de passer par là. On a tous besoin de déconstruire certaines choses. Avant de les déconstruire, on a déjà besoin de trouver un repère, un cadre relativement sécuritaire pour se sentir en confiance et se dire, OK, bon, bah là, c'est le bon lieu, c'est le bon endroit, c'est le bon espace. Et je peux y aller avec une personne de confiance. Et je vais venir déconstruire tout ça pour retisser à la fois du lien dans le masculin, retisser une relation plus saine avec moi et retrouver aussi une position plus juste dans mes relations, mais même vis-à-vis de moi, dans ma posture d'homme. Ok, super. Alors, quels ont été justement ces défis dans ta masculinité que tu as rencontrés avant d'entamer ce parcours? J'ai eu plusieurs défis. Un des gros défis que j'ai eu avant d'être dans la masculinité, j'étais dans tout ce qui était accompagnement, bien-être, holistique, fitness, et j'avais essentiellement des clientes femmes, en fait. Et là où c'était un petit peu dur pour moi, c'est qu'à la base, je cherchais plus à accompagner des hommes, et je ne sais pas pourquoi, j'attirais surtout des femmes qui peut-être parfois en moi cherchaient une meilleure amie qui pouvait les comprendre parce que j'avais une sensibilité avec laquelle j'étais à l'aise, donc je pense que ça attirait pas mal les femmes. Et il y a eu un moment où je me suis dit, mais pourquoi j'attire pas les hommes? Est-ce que j'ai un problème avec les hommes ou est-ce que je projette quelque chose ou une énergie qui fait que en fait c'est moi qui attire les femmes et peut-être moi qui repousse les hommes. Donc tu sais, il y a eu tout un cheminement et je pense que le fait de lancer mon premier cercle d'hommes, ça m'a permis de passer ce cap en me disant, mais en fait non, j'ai une voix à porter aussi au niveau des hommes. Il y a des hommes qui ont une sensibilité commune à la mienne, il y a des hommes qui ont aussi besoin de s'explorer. Qui ont besoin de faire confiance à un homme qui est déjà, je dirais, relativement déconstruit. Et ça a été mon premier gros travail de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, je suis aussi en capacité de parler et de m'affirmer auprès d'autres hommes qui puissent trouver confiance en moi et qui puissent me suivre dans ces espaces que je crée. Ok, alors justement, tu parles de déconstruction. Donc, qu'est-ce que tu as été amené à déconstruire? Alors bon, moi, ce qui me vient tout de suite en tête, hein, quand on pense aux hommes et à notre société encore malheureusement patriarcale dans la majeure partie de notre planète, c'est les notions du mal alpha, c'est les notions du virilisme, c'est les notions de l'absence de vulnérabilité, les notions de la force, etc. Donc, j'imagine que c'est ce chemin que tu as entamé. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est ce chemin que j'ai entamé à propos de moi, mais aussi avec les hommes que je retrouve en cercle. Par exemple, tu vois, si on vient sur la notion du mal alpha, moi, pendant longtemps, c'est une notion qui m'a déclenché, car je ne me retrouvais pas dans le mal alpha. Et j'avais l'impression que le mal alpha, c'était juste un mal hyper dominant qui opprime les autres, qui est juste un séducteur et qui est juste autocentré sur lui. Et il y a un moment, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller creuser un peu plus loin. Parce que je suis certain que si ça vient me déclencher, c'est qu'il y a peut-être en contrepartie aussi des choses qui m'inspirent chez ce mal alpha. C'est juste que ces choses-là qui m'inspirent, c'est finalement comment moi je vais pouvoir les réintégrer de manière relativement juste à qui je suis, parce que dans le mal alpha, il y a plein de notions comme la compétition, comme le fait de prendre soin de soi, qui sont en fait hyper importantes, hyper intéressantes, mais tout dépend de ce que j'en fais et tout dépend de où je me place par rapport à ces notions. Est-ce que par exemple, tu vois, je vais être dans la compétition pour montrer que je suis le plus fort et opprimer les autres et finalement m'isoler, tu vois, de la jante masculine, ou est-ce que je vais être dans la compétition pour m'explorer, pour me découvrir, tu sais, pour grandir, en fait, pour aller plus loin. Donc, toutes ces notions-là, moi, c'est ce que j'ai aimé avec le côté mal alpha, c'est finalement, en tant qu'homme, comment je suis à la fois capable de reconnecter au mal alpha à l'intérieur de moi, parce qu'il y a un alpha à l'intérieur de moi, et en même temps, comment je suis capable de reconnecter à ce mal alpha sans forcément oppresser ma partie plus sensible et plus vulnérable. Et pour revenir sur le sujet de la sensibilité et de la vulnérabilité, c'est vrai que ce pas des qualités qui sont forcément reconnues chez les hommes. En tout cas, il y a de l'évolution. Dans notre société actuelle, il y a quand même de l'évolution. Je pense que les médias, alors pas toujours, mais aident un petit peu dans ce sens. Je pense que ça se démocratise. Et je pense qu'on a des hommes qui parlent un petit peu plus de leurs émotions, qui essayent de faire un effort, qui essayent de communiquer un petit peu plus et qui essayent de montrer leur vulnérabilité. C'est pas une tendance, mais je dirais qu'en tout cas, il y a de l'amélioration. Toutefois, c'est vrai que quand on grandit, et quand on est un garçon, on ne nous apprend pas forcément à montrer un petit peu, je dirais, notre sensibilité ou notre vulnérabilité. Là où, par exemple, une femme peut être parfois beaucoup plus dans la communication verbale et va s'exprimer de manière beaucoup plus explicite sur ce qu'elle ressent. Nous, les hommes, parfois, on va masquer un peu plus, on va fuir, on va éviter, on va pas être à l'aise avec ça, ou on va communiquer de manière non verbale, alors que pourtant, il y a une vraie sensibilité qui se cache derrière les hommes, il y a une vraie vulnérabilité, c'est juste qu'il y a un moment, on n'a pas forcément eu le mode d'emploi pour l'exprimer, ou ça n'a pas forcément été reconnu à la maison, ce qui fait que c'est des parts de nous qu'on n'exploite pas forcément. Mais on sent qu'on en a besoin, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, j'en parle beaucoup, la vulnérabilité chez l'homme, c'est aussi une force, et quand je parle de vulnérabilité, je ne parle pas de posture ou de position où je me victimise et je me lamente, je peux être vulnérable dans une belle posture et savoir demander de l'aide, parce qu'il y a un moment, je ne peux pas forcément avancer seul face à certains obstacles de ma vie, donc la vulnérabilité, on en a aussi besoin dans notre vie d'homme, et c'est ça finalement qui est intéressant, c'est comment
je peux réintégrer un petit peu toutes ces facettes de moi et comment je peux harmoniser à la fois ce côté alpha et ce côté homme vulnérable. Et quand on a un homme qui est à la fois alpha dans les bons traits, pas dans l'extrême, et qui est vulnérable dans les bons traits, pas dans l'extrême, ben on a un homme qui est beau, on a un homme qui est puissant, on a un homme qui est libre, et on a besoin de ça comme exemple. Alors justement, là tu viens de mettre le doigt sur une très belle croyance limitante collective qui est la vulnérabilité est associée à de la faiblesse dans l'inconscient collectif des gens. Et c'est très problématique. Moi, personnellement, dans ma vie personnelle, je fais systématiquement face à cette croyance collective chez les hommes. Et c'est extrêmement compliqué à gérer. Et d'ailleurs, tu parlais du fait d'exprimer sa vulnérabilité sans se victimiser. Et il y a en plus la croyance qui vient par-dessus qui dit que la vulnérabilité est donc un aveu de faiblesse et donc un effet de victimisation. Et alors ça, comment faire la différence déjà entre la victimisation et la vulnérabilité saine? Et également, comment est-ce qu'on peut aider les hommes en ce sens à les aider à faire tomber cette croyance que la faiblesse, c'est de la victimisation, que la victimisation est liée donc à cette vulnérabilité? C'est quand même, c'est très touchy. Enfin, surtout que ici, bon, moi je vis en Guyane française et c'est encore une société extrêmement patriarcale, beaucoup plus que sur le continent européen. Donc, il y a encore beaucoup de machisme, donc c'est très très délicat et vraiment compliqué quand on est une femme qui fait du développement personnel, à vouloir amener ça sans être dans une posture de sachante. Donc c'est très délicat. Donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet? C'est pas évident parce que tu as énormément, par exemple, d'injonctions qui font que, par exemple, l'homme, une fois de plus, doit être fort, doit être l'épaule forte, doit ramener, par exemple, la plus grande partie des revenus. Et tu vois, la masculinité, c'est quelque chose qui est très culturel. En effet, que tu partes en Amérique latine, ou en Asie, ou en Europe, même s'il y a des dénominateurs communs, tu verras que ça peut complètement changer et on peut avoir des perceptions très différentes de la masculinité. Je pense que déjà, c'est important de pouvoir observer ce qui se joue et quelles sont les injonctions et à quel point, ou les conditionnements et à quel point en fait ça a de l'emprise sur nous, ce qui fait que ça nous enferme en fait encore dans une facette de la masculinité. Et en même temps, on peut le dire aujourd'hui, en effet, la vulnérabilité, c'est reconnu comme un trait de fragilité et de faiblesse. Et parfois, dans notre construction ou dans nos familles, quand tu es un garçon, en tout cas, tu as entendu, ne pleure pas, c'est pour les fillettes, c'est bon, tu es un grand garçon, tu es un petit dur. Et c'est des choses qu'on a entendues qui se sont construites à l'intérieur de nous et finalement qu'on réplique en fait après dans la vie de tous les jours, alors qu'en réalité on a besoin de cet espace. Pour moi, c'est une bonne question que tu poses parce que c'est moi, comme je l'ai vu, le premier travail en fait pour déjà assumer ma vulnérabilité, ça a été finalement de l'assumer auprès d'autres hommes, déjà dans un espace où je me sentais en sécurité, parce que si tu te sens pas en sécurité, quand tu es un homme, c'est hyper difficile d'être vulnérable, mais même au sein de la relation de couple. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes qui ont peur que leur partenaire soit vulnérable, car s'il est vulnérable, il peut être insécurisant parce qu'il est fragile et donc pas fiable. Et donc, comment on va faire pour continuer à avancer? Donc, tu vois, ça demande une déconstruction qui est même parfois énorme et qui est parfois pas seulement l'entité de la personne, mais qui est parfois même l'entité du couple. Alors que demain, je peux être vulnérable, je peux dire que ça va pas, je peux demander de l'aide, mais je peux continuer à être force de proposition, je peux continuer à assumer qui je suis, je peux continuer à avancer. Ça ne m'empêche pas de la communiquer, de l'exprimer, de la verbaliser ou de trouver des espaces qui vont me permettre d'extérioriser, tu vois, les émotions qui me challengent en ce moment. Donc, pour moi, tu vois, la vulnérabilité, je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, mais c'est... comment je pourrais te dire ça? C'est une bonne question que tu poses. C'est une permission. C'est une permission qu'il est important de se donner à soi-même sans forcément s'invalider en tant qu'homme, sans forcément dire que cette vulnérabilité, elle définit notre valeur et que si je suis vulnérable, je suis une mauviette ou je suis un faible et que ça ne fait pas de moi un homme. Au contraire, une fois de plus, je peux être vulnérable, que je peux être beau dans ma vulnérabilité, que c'est aussi à moi de ne pas l'utiliser comme une stratégie pour manipuler l'autre parce qu'on peut vite tomber dans la vulnérabilité qui vient aussi, tu sais, manipuler les personnes qu'on a en face de nous, mais de trouver quelque chose de juste, de trouver quelque chose qui me sert et qui sert aussi les personnes qui sont en face de moi. Oui, et je me souviens de cette très belle phrase du philosophe Pascal qui dit « Est courageux celui qui admet ses faiblesses », finalement. C'est-à-dire que le courage et la force, on va la chercher dans la vulnérabilité, dans la sincérité, puisque quand on se met à nu, quand on est vulnérable, ça veut dire qu'on n'a plus peur du jugement. Ça veut dire qu'on est dans sa vérité. Complètement, je peux rejoindre sur ça. Et quel est le prix, en fait, d'exprimer sa vérité à côté de tous ces masques qui nous empoisonnent la vie et qui nous permettent pas du tout d'exprimer le soi profond.
C'est comme, tu sais, ces gens que j'admire énormément, et j'essaye de le faire d'ailleurs en ce moment à la salle de sport, c'est de tous ces gens qui écoutent de la musique tout seuls et qui se mettent à danser tout seuls. Et en fait, moi j'ai cette image-là de la vulnérabilité, c'est-à-dire je suis tout seul, mais je suis dans ma vérité, je suis bien dans ma peau et j'assume. Je te rejoins. Il y a quelque chose que j'aimerais déposer, tu sais, sur la vulnérabilité, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, on trouve beaucoup de vulnérabilité, mais qui est pour moi plus une forme de sensibilité de parler de soi et de ce qui est compliqué pour nous. La vulnérabilité, c'est aussi parfois le truc qui t'y attends pas, ça te tombe dessus et tu te sens vraiment comme une merde, et à part peut-être pleurer toutes les larmes de ton corps, et c'est peut-être parfois le meilleur véhicule pour extérioriser quelque chose qui est douloureux, ben, il y a pas autre chose à faire si tu veux. Et c'est dur quand tu es un homme parce que moi, il y a un truc que je vois et qui est très fort, c'est que pour moi, la vulnérabilité, si tu veux, ça permet, et notamment dans la relation de couple, de vraiment créer de l'intimité. C'est-à-dire que si, on pourra parler plus tard des archétypes, parce que c'est des notions qui sont hyper intéressantes à aller explorer pour comprendre cette vulnérabilité. Si à un moment dans ma relation de couple, je me positionne que en mâle alpha, invulnérable ou insensible, ou finalement je vais être dans un excès de masculinité, je vais laisser ma partenaire, pour qu'on conserve une polarité, à l'inverse, dans peut-être l'extrême, et elle sera peut-être dans l'extrême vulnérabilité. Mais moi, en fait, cette facette-là, elle ne va pas être reconnue en moi, parce que je l'emprisonne chez moi, mais en même temps, j'emprisonne le côté un peu plus masculin de ma partenaire, parce qu'on sait qu'il y a aussi de l'essence masculine chez les femmes. Alors qu'il y a un moment, pour que la relation de couple grandisse, il y a besoin de tisser un lien, en tout cas dans l'affect, dans l'émotionnel, et il y a besoin de se mettre à découvert par rapport à l'autre, pour que l'autre puisse nous connaître aussi et savoir qui on est quand on est vulnérable. Sinon, finalement, j'ai l'impression de vivre avec une personne qui n'a pas de faiblesse, ou en tout cas qui les comprime à l'intérieur de lui, et en fait, je passe à côté d'une masse d'informations, mais à côté, tu sais, d'un lien vraiment, d'une connexion émotionnelle avec l'autre personne. Donc, ça va venir limiter la relation. Et aujourd'hui, je veux vraiment le déposer là parce qu'on a beaucoup de femmes qui poussent leur conjoint à se vulnérabiliser, ce que je comprends et ce qui est bon d'une certaine façon, parce qu'en effet, on a besoin de cette connexion, on a besoin de cette communication, on a besoin d'arrêter de faire la cocotte minute et de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en même temps, c'est un chemin pour moi où il faut prendre le temps parce que tu peux pas du jour au lendemain casser une armure et d'un coup devenir vulnérable. Ça se fait pas à pas. Sinon, ça peut être vraiment trop brutal, ça peut être trop confrontant, surtout quand tu as une femme qui est plein de reproches et qui dit sois vulnérable, ça me saoule, à chaque fois tu communiques pas. Il faut partir du principe que si à un moment il y a eu un homme qui est complètement déconnecté de sa vulnérabilité, c'est qu'il y a un homme qui a été sûrement brutalisé ou qui a peut-être subi, je sais pas, des violences ou des abus et qui a pour survivre et continuer à grandir, mis une armure autour de lui qui fait qu'aujourd'hui il a du mal à connecter à cette vulnérabilité. Donc ça demande d'être indulgent avec la personne qui a besoin d'exprimer cette vulnérabilité, et cette personne a aussi besoin de faire preuve d'indulgence avec elle-même, et au bout d'un moment de doser cette vulnérabilité pour pouvoir se dire aussi les choses au sein de la relation et pour aider la relation à grandir. Bien sûr, oui, non, ça c'est sûr que dans l'espace du couple et même dans l'amitié, c'est un point très important hein, de pas être dans cette vibration du reproche et des attentes qu'on projette, parce que nous, on sait le faire. Le mieux, c'est toujours de poser des questions. Moi, c'est ce que je dis. C'est vraiment à la Socrate, hein, c'est d'aller exercer cet effet cathartique sur l'autre avec des questions. Alors, parfois, c'est trop sensible et la personne se ferme, même aux questions, même quand c'est amené avec douceur. Et là, malheureusement, en tant que femme ou yin, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont yin, mais en tant que yin, l'idée, ça va être de se protéger, quoi. Ça veut dire que si vraiment on a un mur en face de nous et qu'il n'y a aucune possibilité, même avec de la douceur, bah, il arrive un moment, il va falloir remettre en question la continuité de la relation, parce qu'on peut pas non plus rester dans la souffrance en tant que yin, à se dire, bon, bah, voilà, j'ai aucune intimité émotionnelle avec cette personne, et mais j'accepte cette absence d'intimité émotionnelle par amour, bah non, parce qu'en fait, sur le long terme, on va énormément souffrir. Et d'ailleurs, ça me fait penser, dans votre programme Intimité alchimique, vous parlez très bien de ça, du fait que si on n'a pas accès à l'intimité émotionnelle de la personne, il faut pas s'étonner après que dans l'intimité physique, il y ait des blocages chez le yin. Et ouais, ça nous est souvent arrivé en tant que femme. Et c'est vrai que souvent, les hommes qui n'ont pas, qui ne veulent pas montrer leur vulnérabilité, avec qui on n'a pas de connexion émotionnelle, veulent qu'on atteigne l'orgasme, veulent une intimité physique extrêmement puissante, mais il n'y a pas l'intimité émotionnelle que nous, on recherche donc. Et à chaque fois, moi, dans ma tête, je suis là, mais comment tu veux que je m'offre à toi si toi, tu t'offres pas à moi? Enfin, c'est impossible. Et quand vous l'avez verbalisé dans le programme Intimité alchimique, je me suis dit, mais c'est exactement ça, en fait. Si je n'ai pas accès à l'intimité émotionnelle de mon partenaire,
je vais pas pouvoir me libérer totalement dans l'intimité physique parce que pour moi, ça va ensemble. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes encore qui n'ont pas du tout compris ça, et beaucoup de femmes aussi d'ailleurs. Donc comment est-ce qu'on peut aider notre partenaire en ce sens, justement? Alors là, c'est une bonne question. Et là, on part carrément sur le sujet de l'intimité, alors à la fois émotionnelle et sensuelle et sexuelle. Et on le sait aujourd'hui, je pense que. Alors, on a deux essences qui sont relativement différentes, entre l'essence féminine et l'essence masculine, mais on est tous composés de féminin et de masculin. Et pour une personne qui a une forte essence féminine, que ce soit un homme ou une femme, la réceptivité, la connexion émotionnelle est quelque chose qui compte énormément. Si à un moment je ne me sens pas sécurisé ou que j'ai un partenaire qui n'a pas la bonne posture, et par exemple je pense à un homme qui agit comme un homme enfant et qui attend de la femme qu'elle agisse à la fois comme une femme fatale et comme une mère, donc qui prend un rôle de parent, ça va être très compliqué de créer une intimité même sensuelle et sexuelle. Là où on voit, et c'est là où j'aime beaucoup les apports du Tantra et du Tao, comment déjà on est en capacité de recréer une intimité sans sexualité, où on arrive à se comprendre, on arrive à communiquer chacun de nos besoins, on arrive aussi à poser nos limites, on arrive à définir un cadre qui est clair pour la relation, et comment après on va pouvoir step up et on va pouvoir rentrer dans une intimité plus physique. Mais je pense que déjà les prémices, alors oui, quand on est en début de relation, au début c'est tout feu, tout flamme, il y a de l'alchimie, il y a le désir, donc on saute tout ça, et c'est que après, avec le temps, les antécédents et ce qui se joue, on voit que finalement, quand on est en mal d'intimité, en tout cas émotionnelle ou dans l'échange, il n'y a plus d'intimité au niveau sexuel, où ça devient très compliqué, on est dans des mondes compliqués, donc cette intimité doit être cultivée tout le long, et ça va demander en effet, pour certains hommes, un effort déjà de compréhension vis-à-vis du féminin, qui a besoin de réceptivité, et pour pouvoir m'ouvrir et pour pouvoir être sensible et vulnérable, j'ai besoin de me sentir en sécurité, mais c'est valable pour un homme. Si demain, moi, j'amène un homme en cercle d'hommes et que j'ai un cadre, excuse-moi du terme, mais qui est pourri, qui est hyper confrontant, qui ne respecte pas la sécurité, les hommes ne vont pas s'ouvrir et ils ne vont pas pouvoir venir sur des activités de libération émotionnelle ou ils ne vont pas pouvoir venir sur des sujets compliqués à aborder pour eux, sur la sexualité ou sur le couple. Donc, je pense qu'il y a déjà cette sécurité émotionnelle à apporter. Et donc, ça va être important de quand même aussi arriver à se mettre à la place des femmes, et ça peut être aussi à la place des hommes qui vont être beaucoup plus sensibles. Et en même temps, tu vois, il y a un point d'équilibre pour moi à trouver, où c'est aussi important pour le féminin de comprendre que parfois mon partenaire ne communique pas comme moi, et que parfois dans sa communication, il peut avoir une communication plus non-verbale, mais qui est aussi une communication finalement, je dirais, sensible ou vulnérable, qui est là aussi pour créer un lien avec moi. Parce que parfois, moi, ça m'est arrivé d'échanger avec des femmes qui attendent, tu vois, de leur conjoint qu'ils deviennent leur meilleur ami, qu'ils se féminisent, et puis au bout d'un moment, finalement, il n'y a plus de polarité, c'est la meilleure amie, et en même temps, il est où l'homme? Il n'y a plus d'alchimie, tout ça. Donc, il y a en même temps à respecter, tu vois, l'essence masculine qui est ce qu'elle est, et en même temps, il y a ce point d'équilibre à trouver où on peut se comprendre, où on comprend nos langages, où on n'a certes pas forcément les mêmes langages, mais on arrive à se mettre à la place de l'autre, on ne cherche pas à interpréter pour l'autre, et on arrive à trouver un point d'équilibre dans la relation. Oui, c'est exactement ça, en fait. Alors justement, quel est l'espace sécurisant qu'on peut apporter pour donc faire tomber toutes ces croyances et être dans cet équilibre finalement yin et yang? Parce que tu dis que dans tes cercles d'hommes, tu donnes un espace sécurisant. Alors, comment tu fais ça? C'est une bonne question. Je vais commencer avec les cercles d'hommes, on pourra parler du couple. Mais au niveau du cercle d'hommes, tu vois, par exemple, pour moi, un espace sécurisant, aujourd'hui, je sais que je vais m'adresser à des hommes qui ne sont pas forcément dans la spiritualité ou dans le développement personnel, mais qui ont envie de faire quand même un travail sur eux, qui ont envie de creuser, qui ont besoin de libérer certaines émotions, qui ont des besoins inconscients, qu'ils n'ont pas forcément conscientisés, mais que moi, comme j'ai fait un certain chemin, je vois ces besoins qui se manifestent. Donc moi, ce qui va être important, c'est que je puisse parler leur langue sur le moment. Si par exemple, je fais une immersion masculine et que je parle que de spiritualité et de danse statique, soit je vais attirer que ce type de personnes, mais ce n'est pas forcément ces personnes que je veux faire bouger, ou soit ça ne va pas parler aux hommes que j'ai envie de toucher. C'est un exemple que je te donne, ça pourrait être autre chose. Donc il y a un moment, ce qui va être important, c'est de se mettre au niveau de l'autre personne et de lui parler une langue commune dans laquelle elle se sent en sécurité. C'est-à-dire que si demain, je veux m'adresser à des scientifiques et les aider à venir libérer leurs émotions, si par exemple, je prends comme outil le breathwork, je vais amener la partie scientifique du breathwork, parce qu'on va se comprendre. Ça n'empêche pas qu'il y a une partie spirituelle. Il y a une partie un peu plus perchée. Ça, ils la découvriront quand ils vont vivre l'expérience et ils vont se dire, mais je ne comprends pas, là j'ai connecté à une mémoire, j'ai eu une vision, comment ça se fait, tu ne m'avais pas prévenu, et tu vois ce que je veux dire. Donc c'est savoir se mettre au niveau de l'autre, montrer que aussi on arrive à comprendre par quoi il passe, arriver à comprendre ses besoins, ses douleurs. Et je pense que ce qui aide énormément, c'est l'histoire personnelle qu'on a avec cette personne. C'est-à-dire que moi, tu vois, quand je lance un cercle d'hommes, bien sûr, il y a tout un storytelling en amont. Il y a qui je suis, il y a Chris, il y a ses valeurs, il y a sa vision.
qui fait que comme ça, c'est partagé, ça permet aux hommes de se reconnaître ou pas à l'intérieur. Et déjà, ça permet de filtrer les personnes qui vont venir en fait, dans le cercle d'hommes et de se dire, OK, par rapport à Chris et par rapport à ce qu'il propose et sa programmation, je me sens globalement à la même vibration ou à la même cadence parce qu'il parle de choses qui résonnent dans mon système, en tout cas émotionnel ou énergétique, et donc je sens que je peux lui faire confiance. Donc, OK, je viens dans le cercle d'hommes, et puis après, ça va être ma posture de facilitateur qui va permettre d'installer de la confiance, permettre d'installer de la transparence, d'être aussi sincère vis-à-vis d'eux, de venir aussi les faire bouger. Donc ça, il y a à la fois l'avant et le pendant, et puis tu vois, il y a l'après, où pour moi même l'intégration est hyper importante, c'est-à-dire que quand je fais un cercle d'hommes, je vais avoir des phases d'intégration avec des cercles en ligne pour aider les hommes justement à transposer tout ce qui les a fait bouger, mais pour montrer aussi que je mets du sérieux dans mon travail et que c'est pas juste un one-shot où on vient prendre conscience de certaines choses avec certaines activités ou certaines médecines et ça s'arrête là, qu'il y a un vrai travail qui se tisse dans le temps. Et ça, c'est comme un gage de sérieux et de qualité, et ça vient renforcer la relation, et ça permet aux personnes de se dire, OK, je sais où il m'amène, et en même temps, je peux lui faire confiance. Ça crée une forme de certitude qui fait que, OK, je me sens en sécurité dans cet espace, et je suis prêt à rentrer dans cet espace et à vivre l'expérience. Mais la relation de couple, c'est finalement pareil, il y a un moment, quand il y a des tensions, quand il y a des conflits, et on a besoin de conflits, de tensions pour pouvoir avancer, sinon ça serait pas marrant, il y a un moment, ça va être important de se dire, on fait pause, on trouve un moment pour recréer un espace de sécurité où on peut se dire les choses sans forcément être déclenché par nos insécurités ou tout ce qui se joue au niveau émotionnel. On essaie de se remettre dans des positions plus méta ou des positions d'adultes et on sort des rôles de parents-enfants, de victime-bourreau, de ce genre de rôles qui peuvent se jouer dans la relation et on vient créer ça à deux. Alors, c'est pas évident dans la relation quand il n'y a qu'une personne qui a envie de changer ou qui fait l'effort ou qui est prête à faire, tu vois, à créer le changement et que l'autre n'a pas forcément envie de bouger. Mais on le sait aujourd'hui, la relation, il y a les deux entités, il y a une entité globale et les deux entités ont une couleur. Une fois de plus, il y a une entité blanche et une entité violette. À partir du moment où l'entité violette change de couleur et qu'elle devient jaune, l'entité de la relation va commencer à bouger et va commencer à trouver une nouvelle couleur. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas pour autant ne pas faire d'efforts. Et que c'est pas parce que l'autre n'a pas envie de créer ce climat de sécurité que je dois baisser les bras et me dire que c'est foutu pour foutu et que je continue dans cette relation ou que j'essaie pas de quand même réparer peut-être des choses qui nous ont mis en tension. Donc voilà ce que je voulais déposer. Super. Oui, c'est vrai qu'en plus, alors, il y a plein de choses que tu as dites là, mais déjà, moi, ce que je relève tout de suite, quand tu dis de parler dans le langage, par exemple, des scientifiques, ça me fait tout de suite penser à une expérience personnelle où j'avais un ex-compagnon qui avait la maladie de Crohn et je lui avais conseillé, plusieurs... s'il le souhaitait le faire, la méditation, le yoga, etc. Et au début, il n'était pas du tout réceptif. Donc, je lui dis, bon, très bien. Et puis après, je me suis dit, mais oublie pas que c'est un scientifique. Et il a vraiment besoin d'éléments scientifiques pour le convaincre. Et du coup, j'ai vraiment fait des recherches. Alors, comment la méditation agit sur le cerveau, ainsi que le yoga, etc. Et j'ai commencé à regarder. Et puis, j'ai vu plein de choses, parce qu'en vrai, scientifiquement aussi, c'est prouvé que la méditation peut modifier la plasticité cérébrale, etc. Donc, j'ai commencé à lui envoyer toutes ces informations. Et depuis, il fait du yoga pour la digestion, il fait de la méditation et je trouvais ça incroyable comment, en fait, et ça, c'est une qualité que tu soulèves qui est l'adaptation. C'est-à-dire, on s'adapte à son public. Alors, ça demande de le connaître. Donc, justement, alors moi, tout de suite, quand je vois cercle d'hommes, je me mets à la place d'un homme qui peut avoir du mal avec sa sensibilité. Comment... Enfin, ça doit faire peur. Alors, est-ce que, justement, les hommes te partagent du fait que ça leur fait peur d'être là? Comment ça se passe? C'est une bonne question et oui. Alors surtout qu'en fait, en fonction de ta position, de ta posture ou même de ton essence et de ton énergie, pour un homme par exemple, je dirais très dans l'excès de masculinité, un peu justement le mal alpha à l'extrême, tu pourrais voir le cercle d'hommes comme c'est un truc de sensible. C'est un truc de fragile, on va parler des émotions, ça va être relou. Je sais qu'au fond de moi, de manière inconsciente, j'ai besoin de travailler ça, mais j'ai pas envie de ce type d'espace. Et en même temps, si tu prends un mec qui est très sensible, connecté à ses émotions et qui a du mal à connecter à sa masculinité, à cet archétype un peu plus guerrier, un peu plus froid, il pourrait te dire, oh là, c'est un truc de mal alpha, testostéroné, ça va faire des mains glacées, ça va crier, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans le cercle d'hommes, c'est que ça vient déclencher tout type d'hommes qui, au bout d'un moment, en fait, sont juste en miroir par rapport aux choses qu'ils ont besoin de travailler. Autant l'alpha, il a besoin de retrouver de la douceur et peut-être les activités plus douces, c'est ce qui va venir le confronter un maximum dans le cercle d'hommes et ce qui va venir le faire lâcher, il va tisser des choses incroyables dedans. Et autant le mec sensible, peut-être que le match de boxe pour aller chercher le guerrier avec l'intensité dans le regard, dans les coups, ou le bain glacé hyper confrontant, c'est ce qui va le faire le plus bouger. Donc c'est ça en tant qu'homme, et c'est le message que j'ai envie de faire passer aussi, c'est souvent quand on a quelque chose qui nous est proposé, souvent, parfois, on peut
soit être déclenché ou se dire c'est pas pour moi. Mais je pense que c'est important d'aller creuser un petit peu plus loin. Moi, au début, tu vois, quand j'ai entendu parler du cercle d'homme, je rigolais, je disais c'est quoi ce truc en mode un truc de sensible parce que je faisais un peu le mec mal alpha, musculation, tout ça, alors qu'en réalité, ça venait me déclencher, alors que je savais très bien que j'avais des problématiques à soulever, que ma relation avec mon père, elle était conflictuelle à un certain niveau, que au niveau de la sexualité, c'était compliqué dans ma relation et que j'avais en fait plein de choses à aborder, ou en tout cas à aller explorer dans le cercle d'hommes. Et c'est là où finalement c'est important d'aller un petit peu plus loin que juste la page du cercle d'hommes et de se dire, mais en fait, qu'est-ce que finalement ça viendrait me permettre de déposer, de libérer, de travailler par rapport à moi. Et au final, ce qui compte dans l'affaire, c'est moi, c'est pas tant les autres ou le fait de me sentir jugé. De toute façon, on est en non-jugement dans le cercle d'hommes, mais c'est finalement qu'est-ce que je vais y gagner de sortir un peu de ma zone de confort, d'aller me confronter à d'autres hommes qui sont sûrement différents de moi et d'aller peut-être reconnecter à des notions ou à du masculin ou à de la sensibilité à travers un cercle d'hommes. Super. Alors justement, tu parles de cette relation conflictuelle avec ton père. Bon, on a vécu quand même dans une société depuis des millénaires où, en majorité, ça ne veut pas dire que tous les pères ont été comme ça, mais ont été quand même moins investis dans la vie familiale que les femmes, de par déjà tout simplement notre anatomie, mais aussi de par tout simplement notre culture, qui fait que bah, voilà, les femmes ont beaucoup plus été à la maison à s'occuper des enfants que les hommes pendant des millénaires. Donc, quelle a été justement cette relation conflictuelle avec ton père et quelles sont les croyances que ça a pu générer en toi dans l'enfance? La relation conflictuelle, ça a été, moi, c'est venu vraiment sur les langages de l'amour où j'ai l'impression que mon père ne m'aime pas et qu'en tout cas, il ne me donne pas l'amour comme j'aimerais le recevoir. Où mon père était là, service rendu. Tu vas avoir une bonne scolarité, tu vas avoir des bouquins, tu vas pouvoir passer ton permis, tout ce genre de choses. Là où ma mère était dans les paroles valorisantes, dans les câlins, les tendresses, dans la présence, là où mon père manquait de présence. Et donc, il y a un moment où j'étais confronté à ça, où je me suis dit, bon, bah, en fait, mon père ne m'aime pas. Et quand il y avait des moments un petit peu tendus de clash à la maison, ça montait dans les tours. Et je me voyais en vouloir à mon père et des fois même à vouloir lui en mettre sur la tronche. Mais parce que j'avais face à moi, des fois, un homme justement un peu cocotte minute qui évitait certaines choses, qui exprimait pas aussi ce qu'il ressentait. Et je lui en voulais de ça et des fois, j'avais envie de le secouer parce que je trouvais ça pas juste et j'avais l'impression que finalement, on s'éloignait alors que c'est mon père. Et comme tout enfant, ben, j'aime mes parents, j'aime mon père. Et donc, j'étais en mal de ça. Et c'est que plus tard, avec la compréhension des langages de l'amour et tout ça, que je me suis dit, mais en fait, mon père, il m'aimait, il m'aime à sa façon. C'est juste que moi, je ne l'ai pas reçu comme je le souhaitais. Lui aussi, il a eu son éducation, il a eu une éducation compliquée. C'est après, quand tu commences un petit peu à déconstruire les choses, à remonter un petit peu au niveau de la famille, à te mettre à la place de ton père et comprendre que lui aussi, il en a pris plein la tronche et que c'était pas évident pour lui, que tu commences à relativiser les choses, à faire un peu plus preuve de compassion et d'empathie vis-à-vis de ton père, tu vois. Mais tu as besoin de passer par ça. Au début, tu as besoin sûrement d'être c'est dur, mais c'est la vie, mais tu as besoin d'être blessé, et on a tous des blessures à un certain niveau, pour après les conscientiser, voir à quel point elles sont douloureuses, et pour après venir les traiter et grandir de ces blessures, et pour certainement ne pas reproduire ce qui toi t'a blessé, en tout cas dans ton enfance. Donc moi, ça a été ce cheminement avec mon père, et aujourd'hui, je ne dirais pas que je n'en veux plus du tout à mon père, parce que il y a sûrement tu sais, une blessure, elle n'est jamais réparée à 100%, tu laisses toujours une cicatrice, tu laisses toujours quelque chose, et c'est tout à fait normal de pouvoir, on va dire, accepter, mais de pas forcément non plus pardonner, tu vois. Et moi, je suis pas forcément toujours pour le pardon. Je peux accepter certaines choses, mais ça ne veut pas dire que je vais pardonner. Une blessure reste une blessure, et en fonction de sa gravité, il y a des moments où je suis pas OK pour pardonner. Donc, il y a des choses que j'ai pas pardonnées, mais ça m'a permis de mettre de l'eau dans mon vin, d'avoir une relation avec mon père où je peux lui dire les choses, et ça fait du bien, tu vois. Et aujourd'hui, ma relation avec mon père me sert justement dans les cercles d'hommes. Je pense que si je n'avais pas eu cette relation avec mon père, je n'aurais peut-être pas proposé des cercles d'hommes. Oui, alors ça c'est très beau ce que tu dis parce que moi je suis convaincue que toutes les blessures qu'on peut avoir dans notre enfance, enfin les blessures vraiment originelles, hein, d'âme presque, c'est vraiment des blessures qui vont nous permettre de transmettre de la lumière au monde. Alors ça paraît peut-être hyper prétentieux quand je dis ça, mais à notre échelle, je veux dire, à notre échelle d'humain dans cette vie, c'est ce qui va vraiment nous permettre, si on les transcende, et si on les conscientise, c'est-à-dire que ce ne sera pas le cas de tout le monde. Et finalement, c'est OK. Voilà, tout le monde n'est pas obligé de conscientiser, de transcender ses blessures. On est 8 milliards, il arrive un moment, il faut accepter que les 8 milliards d'êtres humains ne fassent pas ce chemin de conscience de soi. Mais ceux qui le font, en tout cas, enfin moi, je pense vraiment, quand on regarde sa vie, qu'on prend du recul et qu'on se dit, mais en fait, j'ai vécu ça pour ça, parce que je suis capable d'apporter ça. Et là, je trouve que c'est là qu'on prend son envol et justement qu'on s'écoute vraiment et qu'on se réalise finalement. Est-ce que toi, tu as cette sensation?
Complètement. Ce que tu dis est juste pour moi, en tout cas, parce que tu vois, quand je regarde les cercles d'hommes et quand je regarde ce que j'ai lancé par rapport à la masculinité, au début, quand je me suis mis sur ce projet, c'était pas un projet en mode excitation, nouvelle pépite dorée, ça va être incroyable, mais c'était, il y avait vraiment, j'avais l'impression de venir sur quelque chose de très profond, qui allait prendre du temps, qui allait vraiment être sur du long terme. Et si demain tu me dis, est-ce que dans 10 ou 15 ou 20 ou 30 ans, tu feras des cercles d'hommes? Très certainement. Peut-être à un autre niveau, mais certainement, parce que je sens qu'il y a, alors en effet, tellement à guérir. Le but, c'est pas d'être dans une boulimie de tout guérir, c'est pas le but, mais je sens qu'il y a tellement à partager, à transmettre, il y a tellement à accompagner pour les hommes qui ont besoin d'espace comme ça, que je suis en fait aujourd'hui très heureux, très épanoui de me dire qu'en fait, j'en ai fait un peu ma vie, tu vois. Genre, au niveau de mon métier, ça me drive énormément. Et aujourd'hui, faire des cercles d'hommes, c'est une raison de me lever le matin. Là, j'en ai fait un récemment à Bali sur 10 jours avec 10 gars. Où on a vécu des choses qui étaient incroyables. Et je ne pouvais pas être plus nourri que ça. Là, je te dis ça, j'ai des frissons. Mais j'étais tellement nourri où je me suis dit, mais en fait, tu vois, alors j'ai la chance aujourd'hui, et je me sens privilégié à ce niveau-là, d'avoir un métier qui me nourrit, qui me passionne, dans lequel où je peux, je vais pas dire me faire des amis, mais où je peux tisser des liens incroyables avec des hommes qui sont incroyables et qui me fait aussi grandir dans ma masculinité, tu vois. Et donc moi, je m'en sens hyper reconnaissant et je ne pouvais pas au final trouver mieux. Donc j'ai même envie de dire merci papa. Génial. Et alors, pour revenir donc sur les croyances, donc quels sont les archétypes du masculin qui permettent de remettre en question donc toutes ces croyances autour de la domination masculine et de pouvoir être dans cet équilibre? Est-ce que tu peux nous en parler? Avec plaisir. Alors, tu as beaucoup d'archétypes. Tu as 4 grands archétypes que la plupart des personnes connaissent, avec le roi, le guerrier, l'amant, qu'on pourrait dire l'amoureux ou le poète, et le magicien, qu'on peut aussi appeler le savant. Et chaque archétype est composé, on va dire, d'un équilibre avec son énergie à la fois féminine et masculine, donc yin et yang. Et chaque archétype, finalement, a une forme désintégrée. Si je suis en excès de yang, par exemple, du côté du roi, ça va être le tyran, du côté du guerrier, ça va être le sadique, du côté du magicien, ça va être le manipulateur, et du côté de l'amant, ça va être l'amant addict. Ça va amener à certains traits de personnalité. Et à travers la grille des archétypes, on peut justement se reconnaître et voir à quel point on peut être parfois déséquilibré et jouer un archétype qui n'a pas une position juste avec soi, avec sa famille, avec ses proches. Je vais donner un exemple. Si je prends par exemple le guerrier, ça va représenter le mouvement, l'action, la volonté, la détermination, le fait de partir sur le champ de bataille, le fait de faire preuve de résilience. Si j'ai un guerrier en fait qui va être en excès de yin, donc en excès de féminité, je vais tomber dans une forme de grande passivité et je vais déconnecter de mon côté compétitif, de mon côté action, et je vais tomber dans une forme de léthargie. Je vais commencer à me victimiser. En général, le guerrier en excès de yin, on parle de drama queen, on parle de guerrier masochiste. C'est une personne qui va commencer à se faire violence à lui-même, là où le guerrier en excès de yang fait violence aux autres, donc il projette sa violence plutôt sur les autres, et on va avoir une personne qui se lamente. Donc tu vois, quand on parlait justement tout à l'heure de la vulnérabilité, je peux être un guerrier qui est en mode vulnérable parce que j'en peux plus et je lâche les armes, mais en même temps qui fait que se lamenter, qui s'autoflagelle et qui, au bout d'un moment, vampirise les autres par ses lamentations. Et c'est là où on voit que c'est plus une posture juste et que c'est à moi de travailler, on va dire, sur mon essence, mais de me remettre en question et de retrouver de l'équilibre dans mon guerrier. J'ai besoin de cultiver les qualités féminines du guerrier, parce que le guerrier, quand il part sur le champ de bataille, il a besoin de son intuition, il a besoin de son flair, il a besoin d'être à l'écoute de lui. C'est ce qui fait que c'est un meilleur guerrier. Si c'est juste un bourrin en mode viking qui veut tout casser, au bout d'un moment, il se fait mal. Et si le guerrier il est à l'excès dans sa rigidité, qui fait violence aux autres, il finit par tomber dans une armure toute rigide qui est sans mouvement et il finit par être emprisonné par sa propre armure, en fait, parce qu'il est complètement déconnecté de sa sensibilité. Donc c'est comment finalement je peux à la fois travailler ses qualités féminines chez le guerrier et ses qualités masculines chez le guerrier. Et c'est valable pour le roi. Par exemple, le roi, ça va être la souveraineté, ça va être la direction, ça va être le leadership, ça va être le roi par rapport à la famille, le roi par rapport à ce que j'entreprends dans ma vie, par rapport à mon business. Si à un moment je suis un roi en excès de féminité, donc en excès de yin, je vais complètement me déposséder de ma souveraineté et je vais remettre mon pouvoir dans les mains des autres. Et typiquement dans mon business, si je laisse par exemple mes salariés ou mes prestataires gérer mon business à ma place, il y a un moment le navire il va pas pouvoir, tu vois ce que je veux dire, faire bonne route. Donc il y a un moment, c'est aussi à moi de faire preuve de leadership, mais dans la justesse. Le but c'est pas d'opprimer les gens et de tomber dans un tyran. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent quand je travaille des archétypes chez les hommes, c'est que parfois tu vas avoir un homme qui est dans l'archétype du roi faible, donc du roi dépossédé, et qui va conscientiser tout ça et qui va se dire oula, ça va pas, allez boum, je passe dans le tyran, qui va aller dans un extrême. Et parfois on a besoin d'aller chercher un extrême pour retrouver un équilibre, c'est très vrai. Et c'est là où c'est intéressant de s'observer et de voir à quel point des fois certaines qualités on les pousse à l'extrême chez soi et qu'au bout d'un moment ça ne fait plus sens, ça ne nous convient plus, même si on a eu besoin un certain temps d'aller explorer ces voies-là, et que finalement comment on va retrouver une forme d'équilibre. Et quand je dis équilibre, j'entends plus harmonie parce que
aujourd'hui, avec toutes ces histoires de yin et yang et de polarité, on pense qu'on a besoin d'être équilibré 50-50. Ça ne fonctionne pas dans ce sens parce qu'on a tous des essences. On a une essence plus masculine, on a une essence plus féminine. Parfois, je vais être peut-être 70% masculin, 30% un peu plus féminin. Le tout, c'est que si je suis 70-30, mes 30% de féminin, ils puissent avoir la place pour s'exprimer et qu'ils ne soient pas opprimés par mes 70% de masculin. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Yes, exactement, super. C'est très juste ce que tu dis, c'est de ne pas tout le temps vouloir être dans cet équilibre parfait du yin et de yang, et donc de rentrer dans une exigence de conscience de soi et finalement d'annihilation de notre essence. Parce que si, par exemple, moi je sais que dans ma vie, je suis quand même très yang, hein, j'entreprends plein de choses, j'organise tout, il y a énormément de stratégies, de mental, je suis beaucoup dans le mental. Pour autant, dans mes relations personnelles, j'ai besoin d'être plus en yin. Et au début, je me disais, mais du coup, c'est pas cohérent. Enfin voilà, j'ai aucun équilibre dans ma vie, finalement. Nanana. Enfin, bon, me juger. Et puis finalement, je comprends que bah non. Il faut être gentil avec soi. Il faut se lâcher la grappe. Il faut conscientiser les choses, mais rester dans une forme de bienveillance envers soi-même pour ne pas tomber dans les excès d'exigence de l'équilibre. Et comme tu dis, c'est plutôt une question de laisser s'exprimer en fait ces parts de nous. C'est tout à fait ça. J'ai différentes facettes. Alors, on est tous des multiverses, on a tellement de facettes qu'on n'observe pas ou qui n'ont pas forcément été reconnues quand on était plus jeune. Et aujourd'hui, en fonction de nos états de conscience, on a la possibilité de les réexprimer à nouveau en fonction des espaces, des relations qu'on a. Et c'est surtout remettre de la conscience sur ces facettes et se permettre d'oser de les exprimer. C'est aussi ça, reconnecter à son authenticité plus que de vouloir être à tout prix authentique. Et tu vois, pour moi, quand je parle d'équilibre, si en effet je veux faire le 50-50, je mentalise tellement le truc, tellement l'archétype qu'au bout d'un moment, en fait, je cherche plus une casquette que de juste exprimer qui je suis et quelles sont mes facettes, en fait. Et je le vois beaucoup parce que tu sais, j'ai une conversation avant-hier avec un ami qui est dans une relation amoureuse depuis peu et qui me dit c'est trop bien, ma chérie, elle est dans les archétypes, dans les énergies féminines et masculines. Mais dès que je suis plus dans mon essence masculine, elle me le dit tout de suite. Et en fait, Chris, ça me fout une pression énorme. Alors que pourtant, je sais que je suis masculin et c'est la première fois que ça m'arrive en couple. Alors c'est trop bien parce qu'on peut parler de tout ça. Mais en même temps, elle attend de moi que je sois le masculin provider qui fournit pour qu'elle soit dans le féminin, voilà, qui peut se fier au masculin et se laisser aller. Mais elle a aussi ses projets, elle veut être indépendante, tout ça. Je me dis, bah, c'est génial. Mais en fait, tu vois, et je veux le déposer là, la personne est tellement en train d'idéaliser aussi la relation via la spiritualité qu'elle est en train d'enfermer son conjoint dans un archétype, ou en tout cas dans une version de la masculinité, alors que le masculin, c'est aussi, c'est très bête ce que je veux dire, mais c'est aussi du féminin. Quand je dis venir travailler sa masculinité, c'est aussi venir travailler son féminin, c'est aussi venir travailler son mariage intérieur. Et en tant qu'homme, j'ai aussi besoin des fois d'avoir des moments où je vais ralentir, où je vais préférer la lenteur, où je vais pas forcément prendre de décision, où je vais passer la balle à ma partenaire pour qu'elle prenne plutôt l'initiative. Et c'est aussi important en fait. Donc je voulais le déposer là parce que parfois, et je le vois beaucoup dans les gens qui spiritualisent leurs relations, on peut avoir tendance à les enfermer dans des archétypes ou tu sais, dans des dynamiques et finalement ça ne nous aide pas parce que le but c'est pas de quitter une matrice pour se renfermer dans une matrice, c'est de pouvoir naviguer entre les matrices et se sentir libre et pouvoir exprimer qui on est, quoi. Oui, et autant, enfin c'est hyper intéressant là parce que autant les hommes ont tout ce chemin à faire vis-à-vis de leurs émotions et d'assumer leurs émotions, et autant les femmes, elles, ont ce chemin à faire sur la notion de la réceptivité et des croyances justement qui enferment les femmes à penser que l'homme doit être fort tout le temps, à 100% du temps, et fiable 100% du temps, alors que non, en fait, un homme a aussi besoin, enfin, si tu veux que je sois vulnérable, accepte que je le sois. En fait, finalement, il y a vraiment ce chemin à faire. Et c'est vrai que moi, j'en parle beaucoup avec mes copines et c'est toujours celles qui se posent vraiment des questions, en fait, qui vont être sur ce chemin-là. Les personnes qui se posent pas de questions, elles vont rester finalement dans ces archétypes du masculin fort et attendre de l'homme qui ne soit que fort. Et donc omettre toute une partie du masculin. Ouais, dans l'autre sens, tu vois, nous, on a beaucoup parlé dans mon couple. Parfois, on peut emprisonner notre partenaire que dans une facette ou que dans un archétype. Je vais te donner un exemple. Parfois, on peut enfermer notre partenaire que dans l'archétype peut-être de la mère ou de la femme, je sais pas, idéale, et oublier que cette femme qu'on a en face de nous, c'est aussi une femme sauvage, c'est aussi une femme fatale, c'est aussi une femme sensuelle, et qu'elle a plein d'archétypes, c'est aussi une femme innocente, c'est aussi une femme joueuse, enfant, et que plus je vais avoir tendance à les enfermer parce que je ne veux voir qu'une partie d'elle,
et plus je lui empêche d'être dans sa libre expression et de pouvoir jouer de ses archétypes dans son quotidien. Et c'est réciproque dans l'autre sens. Oui, exactement. Alors, pour revenir quand même sur les croyances collectives du masculin, qu'est-ce qui amène finalement un homme à dominer, à être séducteur, à être finalement l'amant addict? Parce que c'est surtout ça en fait dont il est question dans nos sociétés. Moi, j'ai eu plusieurs conversations avec des hommes qui disaient bah non, mais en fait, si je suis vulnérable, ma partenaire va s'en servir contre moi un jour ou l'autre. Et donc, il y a toutes ces peurs hein, qui sont sous-jacentes, là, très inconscientes. Donc, finalement, dans nos sociétés patriarcales, qu'est-ce qui amène les hommes à vouloir user de leur domination et de leur séduction? Il y a plein de choses qui se jouent. Honnêtement, tu vois, j'aurais tendance à diviser les hommes où je vais te dire, on va voir les hommes équilibrés, qui sont un peu ni l'un ni l'autre. On va voir les hommes qui sont en rejet de masculinité. J'en ai beaucoup dans mes cercles d'hommes qui n'arrivent plus à connecter à la colère, à la violence, au guerrier, au fait de prendre sa place, au fait de s'affirmer, parce que pour eux, c'est patriarcat, c'est mauvais, il faut l'enfermer. Donc, ils sont dans une féminisation totale et dans une forme de passivité et qui n'ont plus de direction, par exemple, dans la vie. Et on va avoir les hommes, excuse-moi, les hommes qui vont être voilà, plus dans ce côté alpha, où on a l'impression qu'ils ont une posture à tenir. Et ça va aussi dépendre de ce qui a été transmis, parce que générationnellement, si tu avais l'arrière-grand-père qui était le patriarche, et le grand-père était le patriarche, et le père était le patriarche, et en fait, bah, tu n'as pas trop le choix, toi aussi, tu dois être le patriarche. Il y a tout le legs familial qui a été fait. Donc, tu es une fois de plus enfermé en fait, dans une posture, parce que c'est celle qui n'est que reconnue dans ta famille. Et c'est là où, en tout cas, c'est challengeant. Ça doit t'apprendre aussi à être déloyal envers cette posture et parfois être déloyal envers ta famille pour retrouver une posture plus juste. Parce que, au fond de toi, si en tout cas tu prends le temps de ralentir, tu sais que cette posture, elle n'est pas juste. Quand tu prends le temps d'observer tes relations ou prends le temps de voir comment tu es roi tyran, peut-être avec tes enfants ou ta femme, et voir ce que ça amène en termes de tension, de difficulté au sein de ton foyer, même si tu as l'impression de vraiment donner une direction, tu sens qu'il y a un moment, c'est pas juste et tu ne peux pas t'épanouir dans tes relations. Par contre, toutefois, c'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes, on a été quand même beaucoup formatés à être un petit peu ce roi tyran, à être ce guerrier ultra compétitif. Tu vois, c'est pour ça aujourd'hui que je fais des cercles d'hommes, c'est sortons de la rivalité et venons tisser du lien ensemble, plus dans la fraternité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes à 30, 40, 50 ans, mais même de tout âge, qui sont frappés de solitude, qui, même au travail, ont l'impression qu'ils ne peuvent pas évoquer certains sujets, même sensibles avec leur partenaire de travail, parce qu'on va soit les juger, on va les penser fragiles ou faibles. Donc il y a beaucoup d'hommes qui sont enfermés dans tout ça, dans tous ces comportements, ces conditionnements qui sont propres au masculin. Et je le dépose là parce que c'est l'une des pires positions que je vois aujourd'hui dans les hommes que j'ai en cercle. C'est l'homme qui n'arrive pas à assumer sa féminité parce qu'il a peur d'être jugé et d'être vu comme fragile ou un homme sensible, mais qui en même temps, qui est en aversion ou qui rejette sa masculinité. Et donc, en fait, on a un homme qui a plus entre deux chaises et qui est sans repère, qui est perdu, qui est comment, en fait, je dois agir en tant qu'homme sans être opprimant et sans reproduire tout ce que fait le patriarcat, et en même temps, comment je peux me connecter à ma sensibilité, parce que moi aussi, j'ai des moments où bah, j'ai besoin d'être connecté à cette sensibilité, j'ai besoin d'être cet archétype poète, j'ai besoin d'être cet artiste, j'ai besoin d'être connecté à la nature, j'ai besoin d'avoir de connexion émotionnelle avec les autres hommes et avec les autres femmes, et comment je deal avec ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé les cercles d'hommes. Mais pour revenir sur la notion du patriarcat, je vais le déposer là parce que c'est ce que je vois aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, il y a une montée du féminisme qui est assez forte, qui est très forte. Malheureusement, les médias ont toujours l'art de venir médiatiser les courants les plus extrêmes, qui peuvent, je dirais même, émasculer les hommes, ce qui fait que certains hommes perdent de repères. Et aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de blessures chez la femme, notamment au niveau des abus, des viols, mais il y a aussi des blessures en fait collectives chez les hommes. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'hommes en cercle qui me disent j'ai honte d'être un homme parce que je sais ce que les précédentes générations ont fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai même des hommes, hein, je veux dire, qui m'ont dit moi, j'ai fait vœu de chasteté, Chris, parce que j'ai trop honte d'être un homme, parce que j'ai trop peur de créer ce qu'a fait mon grand-père ou mon père. Maintenant, j'ai notion de ces zones grises de consentement ou du viol, ce genre de choses. Donc, je préfère m'anesthésier de ça et ne plus être vraiment un homme pour être tranquille et voilà. Donc, c'est pour te dire à quel point ça va loin et à quel point aujourd'hui les hommes sont en perte de repères. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un féminisme et je pense qu'on a besoin d'hommes qui soient complètement, je dirais, dans le féminisme. Mais je dirais, c'est bête ce que je veux dire, c'est un peu le fond de ma pensée, mais on a besoin aussi de douceur pour pouvoir reconnecter avec ça, tu vois. On n'a pas besoin d'un truc qui soit trash, qui nous émascule et qui nous culpabilise, qui fait qu'on a complètement envie de déconnecter de ce côté patriarcat. Je ne vais pas dire qu'il y a des bonnes choses à chercher dans le patriarcat, mais en tout cas dans la masculinité et dans l'essence masculine, on a besoin de certaines choses comme aussi la compétition, la saine violence qui sert, le fait
de pouvoir trouver une direction, de s'engager, de la présence. Il y a plein de qualités à aller chercher. Donc pour moi, c'est comment finalement aujourd'hui, en tant qu'homme, je vais venir incarner ma nouvelle vision en fait de la masculinité et comment je vais trouver en tant qu'homme des sources d'inspiration qui me semblent être justes dans leur parcours, qui reconnaissent à la fois le côté féminin, le féminisme, et qui est en soutien des femmes et du féminisme, et qui pour autant n'oppresse pas les hommes, et qui est aussi en soutien des hommes dans leur singularité. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu compliqué là, j'essaie de t'amener dans ma réflexion, Non, mais oui. parce que c'est une question évidente. Il y a trop C'est de ça. notions. Oui, non, mais je comprends, il y a plein de poupées russes là. En fait, c'est que là, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est un genou à terre, mais pas deux. C'est-à-dire pas les deux genoux à terre, oh, mais à culpa, je me fouette. Non, on n'est pas là-dedans. Justement, en fait, on parle pas de la culpabilité, on parle de la responsabilité, c'est-à-dire de se responsabiliser. Même si, oui, alors la culpabilité, c'est aussi une phase, on peut pas non plus dire tu dois te débarrasser de la culpabilité, tu ne dois jamais te sentir... Non, en fait, on est humain, et il arrive un moment, quand on est sur ce chemin, c'est normal qu'on puisse ressentir la culpabilité. Non, parce que j'entends des choses comme la culpabilité t'empoisonne ta vie. Alors oui, certes, mais bon, il y a quand même une phase où c'est normal de ressentir la culpabilité quand on a des millénaires de soumission de la femme et de domination masculine. Donc c'est ok de ressentir la culpabilité, mais justement, si on continue le chemin, on va bien voir qu'en fait, c'est pas vraiment de la culpabilité dont il s'agit, mais plutôt de la responsabilité. Donc c'est ça, c'est un genou à terre, mais pas deux. C'est-à-dire que... Et là, alors effectivement, tous les courants qui émasculent, c'est comment je vais être reçue par rapport au chemin que j'entreprends en tant qu'homme. Et moi, je dis même souvent, enfin, avec mes copines, on en parle beaucoup, c'est de... S'il y a encore... Ouais, parce que quand même, le patriarcat, c'est super ancré, autant chez les femmes que chez les hommes, c'est ce qu'on appelle le patriarcat intégré, c'est-à-dire que c'est dans notre inconscient, c'est logé. Si on voit qu'il y a encore du patriarcat intégré chez la personne avec qui on vit ou avec nos amis masculins, de pas être dans le rejet et de se dire tout de suite que c'est un gros red flag si la personne, elle est ouverte. C'est-à-dire que bon, il y a les hommes qui sont complètement fermés à la discussion et là, bon, on peut pas vraiment aller quelque part. C'est-à-dire que oui, et il y en a beaucoup d'hommes comme ça qui sont fermés à la discussion, qui vont se dire... Voilà, par exemple, le machiste qui va plutôt dire, bah non, mais c'est elle qui est hystérique, c'est elle qui ne devrait pas ressentir ce qu'elle ressent. Ça, moi, enfin, je l'ai beaucoup vécu avec des hommes justement avec qui, bah, c'est pas possible d'entamer ces discussions parce que ils vont être dans cette idée que s'il y a réaction en face, c'est elle qui ressent des choses qu'elle ne devrait pas ressentir. Elle ressent des trucs de fragile. Et finalement, moi, je n'ai pas à me responsabiliser, je n'ai rien à me reprocher. C'est elle qui est dans le faux parce que ce qu'elle ressent, c'est pas légitime et elle me fait passer pour un connard. Plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi il y a ces réactions. C'est quand tu as cette armure masculine très forte, même en tant qu'homme, où comme tu ne reconnais pas ce qui se joue à l'intérieur de ta partenaire, tu l'enfermes chez elle et pour le coup, c'est elle l'hystérique, tu vois. Et ça, c'est quelque chose d'hyper toxique au sein de la relation. Ouais. Parce que tu as un être en fait qui est comment dire, transpercé d'émotions, qui a besoin de les exprimer, qui a la faculté de pouvoir les verbaliser ou les exprimer, et en fait, tu es en train de l'enfermer, en fait, et tu es en train de faire passer la personne pour une folle ou une hystérique, et puis c'est des schémas qui se répètent, et puis au bout d'un moment, la personne culpabilise d'avoir des émotions, et on rentre dans des trucs qui sont hyper, tu vois ce que je veux dire. Mais pour toxique. Revenir sur la... Ouais, toxique. Sur la culpabilité, on a besoin de la culpabilité, parce que c'est elle qui nous permet de prendre conscience aussi des choses, qui nous permet de voir qu'on a merdé. Quand je dis merdé, on a merdé, c'est au sens collectif. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on prend nos responsabilités aussi collectivement et pas individuellement. Moi, je suis un bonhomme, moi, je suis féministe. Je pense qu'il faut agir dans le collectif. Tu vois, c'est pour ça que tu fais des cercles d'hommes, parce que c'est collectif, le travail. Et se dire, OK, avant, ils ont bien merdé. Moi aussi, certainement, dans mon enfance, mon adolescence, ou comment j'ai pu me comporter parfois avec les femmes, ou d'autres personnes, ou d'autres hommes, j'ai certainement merdé. Mais aujourd'hui, c'est au final, comme tu le dis, comment je me responsabilise de ça, comment je viens retrouver une posture plus juste pour moi, mais aussi pour tisser des relations dans lesquelles je me sens authentique, où je peux m'épanouir et vibrer à cette fréquence finalement. Donc je te rejoins complètement sur la notion de responsabilité. Il y a quelque chose que je voulais dire, mais ça va revenir. Je te laisse la parole. Oui, non, c'est vrai que... Mais en fait, encore une fois, tout dépend de conscience et quand on parle de tout ça, moi je trouve ça super parce que tous les deux, on est dans le dev perso, on se pose beaucoup de questions, on est très sensible à tous ces sujets, mais la plupart des gens le sont pas en fait, ils veulent pas. Et enfin moi personnellement, bon là je partage ça en toute vulnérabilité, mais je me sens tout le temps frustrée tous les jours en fait, par rapport à ces notions-là. Tu vois, j'en ai les larmes aux yeux
parce que j'ai l'impression d'avoir aucune réceptivité par rapport à tout ça. C'est-à-dire que, bah oui, nous, on se pose des questions et on a trop envie que les autres soient épanouis, mais en fait, les autres ne veulent pas. Et malgré les approches et malgré la faculté d'adaptation, et ça, il faut l'accepter. Quand on est dans ces milieux de réflexion intellectuelle et émotionnelle aussi, nous, on a ce chemin à faire d'accepter que, en fait, une grande majorité des personnes ne veut pas. Et donc, ça crée beaucoup de colère en nous. Enfin, je ne sais pas si toi, tu le ressens aussi. J'imagine que Chloé aussi le ressent. Elle en parlait notamment. Mais moi, tu vois, aujourd'hui, vouloir proposer des cercles d'hommes, par exemple, tu vois, je suis principalement sur Instagram. C'est un réseau qui est très féminin, il faut le dire. Parfois, la majorité du temps, même, je dirais, c'est surtout des femmes qui commentent mes posts. Et parfois, je me dis moi-même, mais pourquoi les hommes ne réagissent pas? Ça s'adresse à eux. Je fais en sorte de pouvoir vraiment m'adresser à eux. Et en même temps, je ne peux pas leur en vouloir pour la simple et bonne raison qu'en tant qu'homme, je fais pareil. Je ne viens pas interagir, tu vois, sur le post comme ça. Je me comporte comme un homme, tu vois. Donc, je fais en sorte de me mettre à leur place. Et en même temps, je me dis qu'en fait, on a une humanité qui est blessée. On a un féminin qui est blessé, ultra blessé. On a un masculin qui est pareil, blessé à tous les niveaux. Et conscientiser déjà cette blessure, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, qu'on n'a pas forcément tous l'opportunité de faire, qui peut être hyper douloureux, même pour certaines personnes. Conscientiser des blessures, c'est recréer des états émotionnels très durs, de sidération, et ça peut être des passes difficiles dans la vie. Donc je pense que pour nous, c'est prendre du recul, ne pas éteindre notre voix, parce qu'on a des messages à faire passer. On a, je dirais, la chance d'avoir conscience de tout ça et de pouvoir l'apporter, et en même temps rester connecté à une forme d'espérance ou d'espoir et garder une foi en se disant que tout ce qu'on fait, en tout cas ce qu'on propose, pour moi, ça vient du cœur, parce qu'aujourd'hui, tu vois, faire des cercles d'hommes, oui, ça me passionne, oui, ça me fait kiffer, mais quand je le fais, je sens que je travaille dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Je travaille dans du collectif, et c'est quelque chose qui me dépasse. Et quand tu vois, des semaines plus tard, je vois les femmes, des compagnons qui sont venus en cercle, qui mettent des messages en me disant « Mais Arthur, sa position à la maison, elle a changé, je suis bluffé, on a des conversations qu'on n'avait pas, tout ça », je me dis par extension, on fait pleuvoir un petit peu de partout de la joie et du bonheur, et ça permet d'améliorer les relations, tu vois, beaucoup plus loin. Donc j'essaie de le voir comme ça, tu vois. Je me dis aujourd'hui, même si je vais toucher dans mes cercles que 10, 15 ou 20 hommes, il y a un effet multiplicateur, et même si avec ton podcast ou avec nos podcasts, on arrive à toucher juste 10, 100 ou 1000 ou 10 000 personnes, je sais qu'il y a un effet multiplicateur, et peu importe le temps que ça prend du temps à se lisser, mais ça se lisse. C'est beau, merci Chris. Tu as entièrement raison, et ça permet de nous redonner de l'espoir, effectivement. On approche à la fin de ce podcast, et alors je pose toujours une question en fin de podcast qui fait référence en fait aux croyances limitantes dans notre inconscient, qui est justement, est-ce que nous sommes illimités? Donc là, je vais l'adapter à notre épisode. Penses-tu que les hommes sont illimités? Et là, tu interprètes le mot illimité comme tu le souhaites. C'est une bonne question. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Pour le coup, je vais prendre le temps d'y répondre. Je mets un temps de silence volontairement. Je t'en prie. Ok, ça vient, c'est une image mentale que j'ai, donc je vais le dire comme je le ressens. Je pense que l'homme, à lui tout seul, est certainement limité, mais je pense que l'homme, avec l'extension de la femme, peut être limité et vice-versa. Illimité et vice-versa. C'est-à-dire que, et c'est là où je vois, tu vois, moi, le couple, c'est une chose qui m'a fait énormément travailler, qui est venue chambouler mon quotidien, mon environnement, ma façon de fonctionner, tout en respectant qui je suis, qui est venue mettre en avant mes insécurités. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'avais pas eu la relation que j'avais, je ne serais certainement pas cet homme que je suis, qui propose aussi des cercles d'hommes. Donc, merci papa, merci ma partenaire. Et je pense que le fait de cheminer dans une relation et le fait d'avancer au-delà de ses blessures et ses insécurités, et d'arriver à grandir à deux, ou en tout cas avec le féminin, et donc là je pense de manière plus collective, les hommes et les femmes, c'est ce qui nous permet d'être illimités. Mais à partir du moment où on veut juste cloisonner et avancer les uns que d'un côté et les uns que de l'autre, on restera limité pour moi. Parce que les femmes ont une puissance émotionnelle, énergétique que nous les hommes on n'a pas, et les hommes ont une puissance physique et de direction que les femmes n'ont certainement pas. Même s'il y a des essences qui sont relativement communes. Et aujourd'hui, on a besoin de ce tout pour alchimiser la vie et pour pouvoir avancer en tout cas et pour pouvoir être illimité. Voilà comment je le vois. Oh, mais quelle réponse! C'est magnifique. Merci, Chris. Ah oui, non, c'est excellent. Bravo. Franchement, t'es trop fort, Chris. Bravo.
Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi d'être passé sur Croire, c'est voir. C'était vraiment hyper inspirant et j'arrivais pas à m'arrêter là. Tu vois, on est déjà à 58 minutes d'enregistrement. Donc, vraiment, merci infiniment. Merci pour cette belle personne que tu es et tout ce beau chemin que tu entreprends et cette lumière que tu offres aux hommes particulièrement, n'est-ce pas? Merci. Alors, particulièrement, mais par extension aux femmes, hein, et je vais le souligner là, je remercie aussi toutes les femmes qui sont présentes, notamment les femmes de ta communauté, de ma communauté, qui soutiennent aussi les messages, qui parfois, au coin du feu, au coin du canapé, le passent à leurs hommes, tu vois, pour les sensibiliser à tout ça. Et si vous n'étiez pas là, on n'irait pas aussi vite, même si on est un petit peu lent, il faut le dire, le printemps masculin il est un peu lent à venir, mais c'est aussi en partie grâce à vous. Merci à toutes ces femmes et merci de m'avoir donné l'opportunité de porter ma voix aussi sur ton podcast. Avec grande joie. Merci infiniment, Chris. Merci Anaïs. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Croire, c'est voir pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous pour retrouver le prochain épisode. À bientôt!